À mesure que nous avançons dans nos conversations, Jean Tablitsky, nous abordons des concepts qui sont à la fois plus généraux et plus complexes. On a vu que les êtres vivants étaient susceptibles de se renouveler indéfiniment tout en conservant leur spécificité, et cela grâce à leur programme génétique. Mais je me souviens d'une remarque que vous avez faite la dernière fois. Vous avez ajouté, oui, mais cela n'est pas suffisant. En effet, les êtres vivants sont des êtres organisés et à leur propos, la question se pose de leurs propriétés, des différentes propriétés qui les caractérisent et des liens qui existent entre ces différentes propriétés. Autre question qui se pose, celle du maintien de l'intégrité de ces systèmes vivants. Alors, si l'on considère les êtres vivants comme des systèmes ouverts qui utilisent, comme on l'a vu, les flux de matière et d'énergie qui sont dans l'univers, on les perçoit aussi comme, bien évidemment, soumis aux lois de la thermodynamique. Alors, on sait que l'univers est soumis à la loi de l'entropie croissante et qu'il n'y a pas de possibilité pour lui d'y échapper. Or, les êtres vivants, eux, semblent y échapper. Il semble. En réalité, les choses sont un peu plus subtiles. C'est vrai que l'entropie de l'univers, considérée comme un système isolé, comme un système global, croît de façon constante et que je crois qu'il est légitime d'assimiler cette augmentation de l'entropie à une augmentation du désordre et que finalement, l'entropie peut être considérée comme une mesure du degré d'organisation d'un système et de sa probabilité d'existence. Et finalement, l'état le plus probable, c'est l'état statistique, c'est l'état dans lequel la désorganisation est totale, c'est l'équilibre final. Alors, si l'entropie totale de l'univers augmente, ce n'est pas en contradiction avec le fait qu'en certains points localisés de l'univers, il y ait une diminution d'entropie, c'est-à-dire une organisation des systèmes. Cette organisation de systèmes se faisant au détriment d'une augmentation de désordre qui entoure ces systèmes. Alors, dans le cas des êtres vivants, chacun peut, d'une certaine façon, être considéré comme un lieu où s'effectue une diminution de l'entropie. Il y a organisation et maintien de l'organisation, alors que le milieu à partir duquel il tire sa subsistance va lui connaître une augmentation du désordre, une augmentation d'entropie. Autrement dit, les êtres vivants sont des systèmes organisés, c'est-à-dire sont des systèmes très improbables. Et ils fonctionnent dans des conditions qui sont en dehors de l'équilibre. L'équilibre, c'est la mort finale, la mort totale. Et ceci vient du fait qu'ils ont la propriété de pouvoir utiliser l'énergie par petites fractions, l'énergie qu'ils trouvent dans l'alimentation ou qui leur vient du soleil. Ce sont des petites fractions d'énergie, ils utilisent l'énergie libre de ces molécules pour construire des systèmes organisés à partir de leurs constituants. Et nous avons vu un exemple la dernière fois, l'exemple de l'empoisonnement par le cyanure, où si malheureusement on prend du cyanure, volontairement ou non d'ailleurs, le cyanure bloquant l'activation de l'oxygène fait que l'oxygène ne peut plus servir d'accepteur de protons, tout le système s'arrête, les transferts d'électrons qui sont nécessaires à la synthèse de molécules d'ATP ne se font plus, il n'y a plus d'énergie disponible et la cellule meurt, et l'organisme aussi. Lorsque vous parlez d'organisation, on est amené à réfléchir dans le cas des organismes ou des êtres vivants au fait que cette organisation concerne plusieurs niveaux différents, du plus simple jusqu'au plus complexe. On ne peut pas en faire l'économie. Est-ce que c'est du même ordre ? Oui, c'est du plus simple au plus complexe, ou du moins complexe au plus complexe, exactement. Bon, on trouve d'abord des systèmes organisés au niveau moléculaire. On a déjà fait allusion aux protéines qui adoptent une configuration spatiale, une conformation qui leur impose leurs propriétés, et ça, c'est un type d'organisation.
On pourrait prendre d'autres exemples. J'ai pris l'exemple la dernière fois d'une seule chaîne. On peut aussi faire se dissocier des protéines formées de plusieurs chaînes, les remettre ensemble. Lorsqu'elles sont dissociées, elles n'ont plus de fonction. Lorsqu'elles se réassocient, elles réacquièrent leur fonction. Il y a un degré de complexité différent, supérieur, c'est lorsqu'on a affaire à des édifices supramoléculaires. Par exemple, l'un des cas les bien connus, c'est celui de certains virus, qui sont formés d'une coque protéique, formée de protéines, englobant un acide nucléique, acide désoxyribonucléique ou acide ribonucléique dans certains cas. Là aussi, il y a des principes d'auto-organisation qui interviennent. On peut dissocier la partie nucléique de la partie protéique. À ce moment-là, le virus a perdu toute activité infectieuse. Et puis, dans d'autres conditions, faire en sorte que, sans apporter d'autres informations que celles qui viennent de la structure même des molécules, faire en sorte que les composés se réassocient, ils se réassocient dans le bon ordre, on récupère une molécule de virus qui est parfaitement infectieuse, qui a toutes les propriétés de la particule antérieure. On peut faire le même jeu avec certains des constituants de la cellule. D'ailleurs, on a là aussi des principes d'auto-organisation qui sont moins faciles quelquefois à mettre en évidence, mais qui n'en existent pas moins. Troisième niveau de complexité, c'est le niveau cellulaire. La cellule forme un tout. On a dit que c'était la plus petite unité qui manifeste toutes les propriétés des êtres vivants. On trouve dans une cellule un certain nombre d'éléments. Une cellule, ce n'est pas un sac à protéines, ce n'est pas un sac à enzymes, c'est quelque chose qui est structuré, dans lequel on trouve un certain nombre d'organites, d'organelles. On a déjà fait allusion aux mitochondries, au chloroplastes chez les plantes, mais il y a beaucoup de structures qui ont chacune leur structure et leur fonction, le tout formant un système organisé. Enfin, naturellement, et ça est là où c'est le plus visible, c'est au niveau de l'organisme. Un organisme est formé d'organes, même composé de tissus, et par conséquent, le terme même veut bien le dire, c'est un système organisé. On pourrait aller d'ailleurs un peu plus loin et parler des écosystèmes qui réunissent des espèces qui vivent en communauté, dont chacune a besoin de l'autre pour subsister. Là aussi, il y a des principes d'organisation. Mais tout de même, en fonction du niveau de complexité, le problème de l'organisation doit se poser différemment. Il se pose différemment, oui, mais les principes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré de complexité, il y a ce qu'on peut appeler une division du travail entre les différents composants de chacun des systèmes, et que pour que le système marche, puisqu'il y a division du travail, il est nécessaire qu'il y ait une coordination, c'est-à-dire qu'il y ait mise en œuvre de systèmes de reconnaissance et de communication qui aboutissent à des systèmes de régulation. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de régulation ? Oui, on peut en avoir plusieurs types. Je peux vous donner l'exemple d'une cellule sécrétrice, par exemple, qui montre bien la division du travail et qui montre bien la nécessité d'une coordination. J'avais déjà fait allusion aux cellules du pancréas qui synthétisent et qui excrètent des protéines enzymatiques qui interviennent à la digestion. Les composants nécessaires à la synthèse entrent dans une cellule par l'intermédiaire d'une membrane. Donc là, il est déjà nécessaire qu'il y ait une sélection des molécules, qu'il y ait de l'énergie dépensée. Ces composants entrant dans la cellule sont transformés, on a vu ce qu'il en était, et puis ils vont être réassemblés. Mais ils ne vont pas être réassemblés n'importe où. La synthèse des protéines va se faire sur des structures particulières que l'on appelle les ribosomes. Ces ribosomes sont accrochés à des systèmes de membranes, et une fois la protéine synthétisée, elle va se trouver englobée dans ces membranes qui vont conduire à la concentrer, puis à la mettre, à l'incorporer dans des vésicules. Et ce sont ces vésicules qui vont repasser de l'autre côté de la membrane. Mais pour qu'il y ait cette synthèse de protéines, il faut qu'il y ait l'énergie. Cette énergie, elle est mise en œuvre, elle est fabriquée, si je puis dire, dans ces petites usines énergétiques que sont les mitochondries, qui sont vraiment des structures différentes du reste de la cellule. Il y a donc là une division du travail, déjà plusieurs organites qui coopèrent pour faire cette protéine. Donc l'énergie est fournie par les mitochondries. Quant à l'information qui est nécessaire à la bonne marche de l'opération, elle vient naturellement du génome.
Autrement dit, pour faire une protéine qui sera sécrétée, il est nécessaire d'avoir une information, d'avoir une synthèse, d'avoir un transfert, d'avoir de l'énergie, les transferts nécessitant aussi de l'énergie. Et il y a donc très nettement une division du travail, mais une division du travail telle que les fonctions sont coordonnées et le tout aboutit à la synthèse d'une protéine qui sera excrétée. On vient de voir là la synthèse d'une protéine. Évidemment, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de simple, c'est déjà quelque chose de complexe, mais la façon dont un organisme entier fonctionne, c'est encore plus compliqué. Alors, est-ce qu'on a une idée de la régulation pour un système de complexité beaucoup plus grand comme celui d'un organisme entier? Je crois qu'il faut, pour fixer les idées, revenir à ce problème de division du travail et de coordination des fonctions. L'un des exemples qu'on peut prendre, c'est celui de la digestion, où les aliments sont dégradés, les molécules scindées en leurs composants, par des systèmes qui impliquent l'estomac, l'intestin, avec tous les enzymes qui interviennent. Donc là, si vous voulez, pour arriver aux éléments les plus simples, il est nécessaire qu'il y ait coordination des fonctions, puisqu'il y a division du travail. Et c'est chez les organismes les plus complexes, comme les mammifères par exemple, ou les oiseaux, qu'on voit intervenir alors des molécules régulatrices que sont les hormones. Les hormones, quelle que soit leur nature, protéique ou non, sont fabriquées par des organes spécialisés, les glandes endocrines. Il y a souvent d'ailleurs des boucles de régulation qui s'établissent entre les différents types d'hormones, arrivent aux cellules où elles servent en quelque sorte de messagers, et induisent chez ces cellules des modifications du métabolisme qui ont pour effet d'ajuster le fonctionnement des cellules aux besoins de l'organisme. Si on peut prendre un exemple, de même qu'une cellule est informée de l'état de ses constituants et y répond en modifiant son métabolisme, de même un organisme est informé, entre guillemets naturellement, de l'état des cellules qu'il constitue et y répond en modifiant le fonctionnement de ces cellules. Donc on a affaire là à des systèmes de régulation qui sont souvent extrêmement complexes, où interviennent non seulement des hormones, mais aussi le système nerveux central et le système nerveux tout court, par l'intermédiaire de substances comme les neurotransmetteurs, les neuromodulateurs, où on retrouve d'ailleurs des molécules comme des molécules comme des peptides, c'est-à-dire de petites protéines biologiquement actives qui ressemblent de très près à des hormones, mais qui se trouvent synthétisées au niveau du système nerveux central et dont le rôle semble être important dans la réalisation de certains comportements, comme les comportements de faim, de soif, etc. En l'occurrence, dans ces processus de régulation, on est dans une zone différente de, par exemple, la protéine qui a besoin d'avoir une forme dans l'espace pour être active. Là, si j'ose dire, le niveau est plus complexe puisque pour que ce soit régulé, c'est pas seulement la forme, c'est pas seulement le processus de succession des événements, c'est un système de régulation dans l'espace et dans le temps, puisque tous ces dispositifs doivent être coordonnés. Ça doit commencer au bon moment, s'arrêter au bon moment. Oui, c'est juste. Mais alors là, je veux dire que dans le cas des organismes pluricellulaires, on est un peu encore au balbutiement. En revanche, alors, sur des modèles simples, comme le sont les modèles fournis par les bactéries, on a un certain nombre d'idées sur la façon dont peuvent se faire les choses, et en particulier sur les boucles de régulation qui interviennent, et ce sont essentiellement les travaux de François Jacob et de Jacques Monod qui ont été à l'origine des conceptions qu'on a actuellement, où on sait qu'une petite molécule peut venir modifier sa propre production par la cellule, donc un retour en rétroaction, en feedback, comme on dit, en modifiant la conformation d'une protéine qui viendra bloquer ou non le gène responsable de la synthèse d'un enzyme qui intervient dans la formation de cette petite molécule. Autrement dit, dans ces cas clairs, il peut y avoir activation ou il peut y avoir répression d'un gène particulier par le dernier produit de son action. C'est le dernier produit qui régule, encore que le terme ne soit pas très joli, qui régule sa propre production. Mais sur le modèle d'une boucle cybernétique du genre, quand un réservoir est vide, l'eau arrive, quand le niveau d'eau a atteint
Enfin, quand l'eau a atteint un niveau suffisant, l'arrivée d'eau est fermée automatiquement. Oui, oui, tout à fait ça. Un organisme simple, comme une bactérie, on voit assez bien comment les systèmes de régulation peuvent fonctionner. Quand on aborde des organismes plus complexes, et comme par exemple l'organisme d'un mammifère supérieur, le nombre de régulations est si grand qu'effectivement, on n'en a plus qu'une idée approximative, mais comme on le disait tout à l'heure, un écosystème étant un organisme encore beaucoup plus important et beaucoup plus complexe, alors là, on doit être logiquement dans l'ignorance complète des systèmes de régulation d'un écosystème. Oui, c'est vrai, mais enfin, on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent, sinon, de répondre d'une façon précise à la question, de montrer comment ça pourrait être et quels sont les mécanismes, finalement, qui opèrent. Ça, je crois qu'on veut le dire. Alors, avant d'en venir à ce degré de complexité, on peut dire quelques mots quand même de la façon dont un organisme multicellulaire réagit et interfère avec son environnement. Et on peut à ce moment-là prendre un ou deux exemples qui situent bien le problème, je crois. Le premier exemple concerne les abeilles. Il existe une maladie bactérienne chez les abeilles, et on connaît des colonies d'abeilles qui sont résistantes à cette maladie et d'autres qui sont sensibles à cette maladie. Si on observe le comportement des abeilles qui sont résistantes, qui font partie de la colonie résistante, on constate que les ouvrières ouvrent les loges où se trouvent les larves contaminées et elles les transportent, elles les transfèrent à l'extérieur de la ruche, de sorte que l'épidémie ne se fait pas. En revanche, les abeilles des colonies sensibles ne font pas ce genre de choses. Alors, ce qui a pu être fait, c'est assez intéressant, c'était qu'on a pu croiser entre elles des abeilles appartenant à une colonie résistante avec des abeilles appartenant à une colonie sensible. Et dans la descendance de ces croisements, on a trouvé 4 types d'abeilles. Tout comme si on avait affaire à 2 couples de gènes, tout simplement. Un premier type d'abeille qui ne sait pas ouvrir les loges et qui ne sait pas transporter les larves si on ouvre les loges pour elles. Un deuxième type d'abeille qui sait ouvrir les loges et qui ne sait pas transporter. Un troisième type qui ne sait pas ouvrir les loges et qui ne sait pas transporter. Et un quatrième type qui sait ouvrir et transporter. Autrement dit, ce comportement extrêmement complexe finalement et qui apparaît comme un comportement de prévision, puisque c'est comme ça que l'épidémie va être jugulée, est pour l'essentiel sous la dépendance de 2 gènes. Et bien sûr, on ne sait pas le lieu d'action de ces gènes, parce que l'abeille c'est quand même un organisme complexe et on ne peut pas faire de la biochimie facilement sur ce genre d'individu, mais c'est pour vous donner une idée, si vous voulez, du type de mécanismes, qui sont toujours des mécanismes fondamentaux, qui peuvent être à l'origine de comportements. Un deuxième cas qui montre aussi clairement que le génome a une importance considérable dans un comportement, c'est celui du coucou. Madame Coucou pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux, et par conséquent le jeune coucou, lorsqu'il s'éveille à la vie, lorsqu'il éclot, n'a jamais rencontré de dame coucou. Or, dès qu'il a atteint l'âge de la maturité sexuelle, c'est une dame coucou qu'il va rechercher, c'est avec elle qu'il va s'accoupler. D'ailleurs, si c'est l'inverse, c'est une dame coucou, elle va rechercher un mâle coucou. Autrement dit, ce comportement de reproduction, qui est un comportement extrêmement complexe, est un comportement dont les bases sont fondamentalement des bases génétiques. Apparemment, il n'y a pas eu d'apprentissage là. Il n'y a pas d'apprentissage possible, puisque le coucou n'a jamais été mis au contact d'individus de son espèce après qu'il ait éclos. Ce qui ne veut pas dire que dans certains cas, et dans de très nombreux cas, il ne puisse pas y avoir apprentissage. C'est le cas pour le chant de certains oiseaux, comme les pinsons, où ça a été assez bien étudié, où il a été montré qu'il y avait dans la modulation du chant du pinceau 2 composantes, une composante héréditaire et une composante qui fait que le chant va ressembler de plus en plus à celui de ses congénères ou à de ses parents, une composante qui vient du milieu dans lequel il a été élevé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette composante d'apprentissage ne peut être mise en mémoire, si je puis dire, ou ne peut être acquise qu'à partir d'un certain stade de développement et pas après. On voit bien comment un certain nombre de comportements
peuvent être mis en place par des systèmes de régulation qui tendent à permettre une reproduction correcte ou à une espèce de survivre ou de s'adapter par reconnaissance d'un certain nombre de choses auxquelles ils sont confrontés. Mais c'est quand même assez rudimentaire quant à l'explication d'une régulation concernant tout un écosystème. Oui, c'est vrai que c'est rudimentaire et c'est vrai que nous sommes bien loin de connaître les composantes qui interviennent dans les équilibres des écosystèmes. Mais je crois que ce qui est peut-être important, c'est de voir que même si nous ne connaissons pas encore dans les détails, et on est loin de le connaître dans les détails, la façon dont les différents composants d'un écosystème sont adaptés les uns aux autres, on a quand même des guides. Et ces guides, ce sont les remarques que l'on vient de faire, c'est-à-dire que c'est toujours à partir de réactions qui intéressent les molécules, puis les macromolécules, que vont être produites un certain nombre de substances, par exemple, qui vont permettre à certains organismes de reconnaître, cette fois non plus des organismes appartenant à la même espèce, mais des organismes appartenant à des espèces différentes. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les insectes qui sont parasites de certaines plantes. Là, il y a des systèmes d'adaptation réciproque qui se font et qui se font par l'intermédiaire de substances chimiques. Dire que tout est moléculaire serait faux, bien évidemment. Chacun sait que les propriétés d'un tout ne peuvent pas être déduites des propriétés d'une partie, et ce n'est pas propre à la biologie. Autrement dit, à chaque niveau de complexité, on voit émerger des propriétés nouvelles dont les propriétés des parties ne peuvent pas rendre compte. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est de ne pas oublier qu'un niveau supérieur est toujours sous-tendu par ce qui se passe à l'intérieur, et que si on veut bien comprendre les propriétés d'un système plus complexe, il faut tenir compte de ce qui se passe au niveau des composants du système, et en particulier, dans le cas qui nous intéresse, au niveau cellulaire, c'est-à-dire au niveau moléculaire. En conclusion, à tous les niveaux de complexité auxquels on s'intéresse, que l'on examine, que l'on étudie, on a affaire à des systèmes de reconnaissance et de communication. Les informations qui sont émises le sont toujours sous forme codée, qu'il s'agisse d'une information lumineuse qui concerne la vision, qu'il s'agisse d'une information d'ordre physique qui concerne l'audition. Ces informations sont finalement des informations codées. Et ceci implique qu'il y ait des récepteurs. Et si j'ai pris la vision et l'audition, on aura pu prendre d'autres exemples. Ceci implique que dans tous les cas, il existe des récepteurs et qu'il y a un système de décodage qui se situe finalement, ou qui agit, dont les conséquences se retrouvent au niveau moléculaire, d'où des systèmes de mise en route de nouvelles réactions qui aboutiront par un système d'amplification dont il sera question la prochaine fois, qui aboutiront à des actions de l'organisme sur son milieu.